السلام عليكم متابعينا الكرام، توجور لفيديو تاع كارفور تي في. اليوم في قاعدة أدبية مع كاتبة ومؤلفة تاع لي رومون في دي سوجي ديفير. سي مدام قدوي عاقلة، مرحبا بك. Soyez Merci, bienvenue. merci. Je remercie Carrefour TV de m'avoir invité Narlium. Merci à vous. ميرسي. ويحضر معنا ثاني باش اونريشي هذه الجلسة، يحضر معنا مسيو بنانيوسي، جورناليست دو كارفور. مرحبا بك. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, en parlant de dernier roman, le dernier roman تاعنا c'est Horizon Interdit. هذا هو le dernier roman تاع مدام قدوي عاقلة qui raconte une très belle histoire. نخلو مدام قدوي هي تزيد تفسرنا أكثر sur cette histoire ولا ce roman. ماذا بيك تعطينا un petit résumé على le roman هذا، كيفاش كان l'inspiration تاعو، c'est quoi l'histoire. Est-ce que c'est une histoire de société, d'une vérité, inspiration, c'est de la fiction? تفضلي. Bon, en premier lieu, le livre Horizon Interdit, il fait suite à un premier roman, Le fruit de la vengeance. Et ce roman-là, Horizon Interdit, on n'aura pas besoin de lire nécessairement le premier, parce que les éléments, le premier se retrouve chez le deuxième, Horizon Interdit. Le thème principal de ces deux livres, en l'occurrence dans le dernier, c'est la stérilité au sein du couple. Parce que d'une manière générale, quand il y a la stérilité au sein du couple, on a tendance, c'est la femme qui souffre des affres de la stérilité. Et moi, je voudrais qu'on dise que la stérilité, on doit parler de la stérilité du couple. Bon, mon premier livre, يخرج منها un personnage principal qui s'appelle Bilal. Et ce personnage sera, je dirais, répercuté sur cette histoire-là, Horizon Interdit. Donc l'histoire de Bilal, c'est un enfant qui vivra avec sa maman, qui aura perdu son mari, qui vivra dans un douar, qui vivait dans un douar, et ils sont touchés par la misère. Oui. Donc ils réintégreront je dirais plutôt, ils découvriront la ville, ils viendront vivre en ville. Et je dénote la différence entre le douar et la ville. Oui. On peut vivre dans un douar misérablement et perdre la beauté, la sensation, l'affection qu'on a dans les milieux ruraux par rapport au milieu de la ville. La ville a ses commodités, mais la nostalgie, les crêtes des montagnes, des collines, donc le calme, la sérénité. Donc le milieu urbain, c'est un milieu stressant, et c'est un milieu où on rencontre beaucoup de difficultés. Oui, exactement. Alors, monsieur Benali. Oui, moi, madame, déjà je vous remercie de ma part pour le compte de Carrefour TV. Je vous remercie aussi pour avoir bien voulu accepter notre invitation. Je voudrais commencer par vous poser une question toute simple, madame. Je crois que c'est au début qu'on devrait connaître un peu votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous le raconter brièvement, je veux dire, comment vous êtes arrivé à l'écriture, qu'est-ce qui vous a inspiré et quel message vous voulez faire passer à vos lecteurs? Bon, je commencerai par dire je suis arrivée à l'écriture parce que je lis beaucoup de livres, et j'ai commencé à écrire depuis que j'avais 16 ans. Je faisais des petits résumés que je gardais. D'ailleurs, j'ai encore chez moi des résumés de mes classes de collège. Et puis petit à petit, j'ai fait la fonction, parce que je suis de formation assistante sociale, et c'est ce milieu social qui m'a mis en contact avec beaucoup de phénomènes sociaux.
Effectivement, Donc vous aurez beaucoup vu de cas. confidences qui me sont parvenues de la part de nombreuses femmes en difficulté. Et c'est surtout les difficultés majeures de la femme que je raconte dans mes romans. Voilà. Pardon, j'imagine que c'est cela qui vous a inspiré un peu pour écrire votre dernier livre, parce que déjà il commence par une période qui est vécue dans des conditions difficiles Oui. pour une famille, pour une dame avec son fils. Et donc c'est à partir de là que vous avez eu l'idée d'ouvrir un horizon, peut-être à la place des intéressés eux-mêmes. Vous avez peut-être eu l'idée de leur ouvrir un horizon en leur faisant partir vers la vie. Est-ce que c'est cela votre point de départ? Oui, bon, en fait, en premier lieu, je voudrais le souligner, mes romans, la plupart, c'est pour briser des tabous. Parce que nous avons beaucoup de complexes et de tabous que je comprends par rapport à nos croyances, par rapport à notre mode de vie. Et là, je raconte la misère dans un douar et c'est-à-dire que la maman prendra son fils en ville parce elle lui voulait un meilleur avenir. Et son fils, dans ses études, réussira pour son avenir, chose qu'il n'aurait pas pu avoir au douar. Donc, c'est-à-dire sa maman, elle l'a guidé vers la lumière. Elle l'a guidé vers la lumière, mais cette lumière, je dirais, s'assombrira avec le temps, avec les relations humaines, avec les contacts humains. Est-ce qu'on peut dire, madame, qu'en écrivant ce livre, vous n'auriez pas cherché à établir, à construire un lien entre ce qui se passe dans le douar, comme vous dites, donc en dehors de la ville, et la vie en ville, justement? Est-ce que vous avez cherché à essayer de niveler les deux situations? Ou alors je pose la question autrement. Est-ce que des gens qui viennent de ce milieu défavorisé peut-il s'adapter facilement à la vie citadine? Je dirais que ça dépend de l'âge. Quand on arrive en ville, quand on est assez jeune, on s'y intègre obligatoirement parce qu'il y a beaucoup de commodités. Mais je dirais par rapport à la maman, c'est pas évident de s'intégrer parce que déjà ce sera une veuve et une veuve qui vit seule avec son fils dans une grande ville, c'est pas évident de s'adapter. Mais elle aura fait ce sacrifice. Donc je dirais, une jeune personne, elle s'adaptera à la ville. Ce sera quelque chose de formidable pour un jeune. Mais pour une personne qui s'est déjà adaptée à un mode de vie, s'adapter dans une ville, je dirais pas qu'elle s'adaptera pas. Elle s'adaptera, mais elle aura toujours cette nostalgie qu'elle avait dans son village, ce bien-être, ce réconfort, cette affection, ces liens affectifs qu'elle ne retrouvera pas en ville. Parce que la ville, c'est un milieu froid, c'est un milieu assez difficile. Et peut-être qu'il ne faudra pas non plus donner cette image de milieu inaccessible. Oui, c'est sûr. C'est sûr que la ville a ses commodités. Oui, ça c'est certain. C'est-à-dire, je ne peux pas dire. C'est-à-dire, je réponds à votre question pour vous dire, ça dépend. Une personne qui a un certain âge, s'adapter en ville, je parle par rapport aux mentalités, par rapport... le poids des Voilà, il y a certaines traditions, il y a certains respects, il y a une certaine pudeur qu'elle garde pour elle, il y a des choses qu'elle n'ose pas faire, voilà. Juste, M. Benani, en revenant sur le roman, parce que il y a des tabous dans la société algérienne, et c'est vrai quand on parle de l'histoire de Bilal, qui a aimé peut-être une personne plus âgée que lui, la société restera comme un tabou, alors que l'islam,
on a eu le prophète, la première femme Théo, elle est plus âgée que lui de 15 ans. Normalement, c'est pas un tabou. Mais le message de le roman, c'était quoi? Parce que même l'histoire de Kinqarawaha, nous voyons que Zoubida, qu'il aimait bien Bilal, mais Zoubida a préféré de prendre, voilà, une décision, une distance, de ne pas avoir une expérience pareille avec Bilal. C'était quoi le message plus exactement là? Ben, je dirais le message, quand un jeune homme épouse une personne beaucoup plus âgée, je dirais que ça ne peut pas réussir à la longue. Parce qu'avec le temps, une femme a tendance, déjà quand elle a un certain âge, à vieillir. Et quand un jeune garçon, il a encore son jeune âge, à 30 ans, quand il aura 30 ans, il a 40 ans, elle en aura 60, 65 ans, donc il la verra autrement. Il ne la verra pas sous le même visage, le beau visage d'une femme de 30 ans, 35 ans, 40 ans, en plein épanouissement. Mais quand il arrivera lui-même à 30 ans, et quand on aura 55 ou 60, il se lassera d'elle. Ouais, Il faut dire les choses telles qu'elles sont, il se lassera d'elle. Donc Zoubida avait cette vision, cette logique qui allait faire que Bilal ne resterait pas avec elle. Malgré qu'elle avait un amour fou pour lui. Et puis, elle a eu cette opportunité de pouvoir aller travailler à l'étranger et de rompre, malgré la déchirure. En somme, ce que vous avez voulu faire passer comme message, comme disait le collègue Anis, vous avez voulu, est-ce qu'on peut dire que vous avez voulu faire sauter des verrous? Ou bien, au contraire, vous avez voulu donner du crédit, une caution à cette tradition? Ou alors à cette théorie qui veut que cette différence d'âge ne peut pas être gérée, qu'il y a au bout, qu'il y a toujours certains problèmes qui sont liés justement à cette grande différence. Quoique, on voit bien dans la vie publique, etc., on voit des exemples connus. Il y a plusieurs exemples. Oui, où ça se passe tout à fait normalement, disons, pour les intéressés. Oui, c'est-à-dire que je dirais que c'est des choses qui sont tout à fait courantes, mais c'est des choses qui se passent sous silence. C'est des choses qui se passent sous silence, on n'en parlera pas, mais on les verra toujours d'un côté négatif. Mais ce que je voudrais je voudrais dire plutôt que Zoubida a beaucoup souffert. Pourquoi? Parce qu'elle aura quitté son époux. Je voudrais parler des femmes qui vivent sous la pression du mari quand le mari est dominant. Et surtout, il y a beaucoup d'époux qui sont des pervers narcissiques et qui violentent leurs femmes, je ne dirais pas avec les coups, mais avec les mots. Parce que la violence verbale, elle est traumatisante. Une femme préfère peut-être recevoir des coups que d'être humiliée, que d'être insultée, que d'être rabaissée. Et c'était le problème de Zoubida dans son couple qui avait fait qu'elle avait été attirée par Bilal parce que Bilal aura réussi, il sera médecin avec elle dans un centre hospitalier. Donc cette douceur qu'elle avait pour Bilal, mais elle n'avait pas eu de relation avec Bilal, c'est-à-dire elle voyait pas d'avenir avec lui. Elle avait un sentiment envers Bilal, mais Bilal était amoureux, fou d'elle, mais et il était partagé entre sa maman et Zoubida. Vous avez évoqué une histoire aussi de Zoubida avec son mari. Oui. Il y a l'histoire des hommes riches, alors que Zoubida,
aussi une dame intellectuelle, c'est pas une femme au foyer. Mhm. Parce que généralement, je faut être la comparaison de la société, lorsqu'il y aura un homme dominant beaucoup plus riche avec une femme de foyer, tu comptes faible. Mais Zoubida, elle est médecin, elle est intellectuelle, mais malgré ça, elle a vécu quand même une souffrance avec son mari. Ben justement, je dirais que ces hommes qui sont dominants, c'est généralement les femmes intellectuelles qui se laissent dominer, qui se laissent prendre dans les filets. Parce que je prendrais un... Parce que pourquoi? Parce que le mari de Zoubida, c'est un riche, c'est un promoteur. C'est quelqu'un qui était très connu au milieu de la société. Donc, c'est-à-dire, sa dominance, ce sera sa richesse, ce sera sa beauté, c'est un bel homme, ce sera son influence. Son influence, pour rester influent, il diminuera sa femme. Elle sera dominée. Mais si vous allez, par exemple, dans un douar, hein, je prends cette fille, la maman de Bilal, c'est son mari. Comment il pourrait être pervers narcissique? Comment il pourrait la dominer si c'est le même niveau, si c'est... Généralement, les femmes qui se laissent dominer, la plupart, bon, je ne dirais pas toutes, sont des intellectuels. C'est par rapport à ma vision, hein. Ce n'est pas une analyse, c'est par rapport à ma vision. Je ne m'affirme pas, mais par rapport à mon expérience, par rapport à tout ce que j'ai vu dans mon travail, dans ma façon de voir les choses et par rapport à mes communications. Parce que je suis une personne, je communique beaucoup avec les gens, je me déplace beaucoup dans les douars, dans les milieux sociaux par rapport à mon ancien travail. Et j'ai gardé cette habitude. Et j'ai gardé encore des contacts jusqu'à l'heure actuelle. Maintenant, je suis retraitée, mais j'ai gardé des relations affectueuses, nostalgiques, et c'est resté, voilà. Oui, vous avez encore cette Oui. suite, parce que vous avez gardé ce capital expérience que vous avez cumulé durant ces années, et vous avez bien fait de souligner ce paradoxe quand c'est la femme intellectuelle qui c'est un paradoxe, tout à fait. Est plus vulnérable à la domination. Oui, Voilà, oui, à la oui. domination également. Maintenant, si vous voulez bien, après tout ce que vous avez écrit, c'est le 5e ou le 6e. Celui-là, c'est le 4e. Le 4e roman que vous avez écrit. Bon, forcément, à la fin, vous avez un fond. Je dirais une leçon peut-être, une leçon que vous pourriez diffuser à votre public et à vos lecteurs. Et là, toute cette expérience dans l'écriture, elle vous a bien mené à un autre domaine. Oui. Qui est donc l'amour de la nature, si j'ai bien compris. Discuter de ça en coulisses, l'amour de la nature, la gestion de l'environnement, la vie en dehors, donc en pleine campagne. Et là, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez des lignes directrices? Est-ce que vous avez des postulats? Peut-être que vous avez élevé au niveau des postulats les idées que vous vous êtes fait à la fin au bout de votre carrière, au terme de votre carrière. Ben, écoutez, moi je vais vous dire, c'est justement en fréquentant les douars que j'ai pu développer l'idée de ces livres-là. Et je suis une fervente amoureuse de la nature. Et je suis pour la préservation de l'écosystème. J'habite en campagne. Et j'habite un petit village, Hassim Ptour, où mes voisins, je les ai introduits, je dirais, à l'école de la vie. Pas la pédagogie scolaire, mais j'appelle ça l'école de la vie, en leur faisant des randonnées, en les promenant à la campagne,
en leur montrant, en parlant de la nature, des arbres, des coccinelles, des abeilles, des ruches, les bienfaits des herbes sauvages, les bienfaits de l'olivier, le respect de l'environnement, la récupération de tout ce qui se jette, les matières plastiques, parce que je fais du recyclage. Je forme les enfants dans le recyclage. Je fais aussi de la mosaïque et je leur ai appris même à peindre de vieilles bouteilles, beaucoup de choses. Je fais ça bénévolement chez moi. Et donc, je parle de mon livre, je parle de tout ce que je fais, tout ce qui peut apporter un plus aux enfants, parce que je ne peux pas prendre des adultes, mais déjà, quand on a acquis quelque chose à partir de ce que j'appelle l'école de la vie, on sera un adulte confirmé, affirmé, capable de s'assumer, et ça rentre aussi dans le système éducatif, dans l'éducation, dans le respect de la nature. Et vous voulez transmettre tout ça donc aux générations j'aimerais que cette transmission, moi je le fais bénévolement, je le fais par plaisir, mais je voudrais que ce système-là, ces choses que je suis en train de faire, puissent être comprises par d'autres. Et voilà, et je voudrais qu'on puisse reprendre ces petits voyages, ces petites escapades, même au niveau scolaire. On pourrait peut-être faire des sorties pour les enfants, peut-être les évader de ce système d'Internet tout encloîtré sur un téléphone portable. Il faudrait qu'ils respirent, qu'ils découvrent la nature, qu'ils sachent à quoi sert l'oxygène, à quoi le bienfait des arbres, le bienfait de la... Il y a des tas de choses à savoir, des tas de choses à développer. Donc l'enfant a besoin de vivre à l'extérieur et pas à l'intérieur. Parce que l'enfant est devenu casanier, il ne sort pas plus de chez lui, il est cloîtré entre quatre murs et on est en train de les robotiser, je dirais. On est en train de les robotiser, alors que les enfants ont besoin d'espace, ont besoin d'avoir, comment on appelle ça, de l'énergie. Ça devient carrément un fléau, parce que ça tourne au fléau maintenant. C'est tous ces passe-temps, on va appeler ça comme ça, tous ces passe-temps d'enfants qui sont constamment collés à leurs jeux électroniques, à leur téléphone portable, etc. Et c'est pour cela que dans d'autres systèmes scolaires, à travers certains pays, les sorties dont vous parlez, vous de parler à l'instant, elles sont programmées, tout à fait programmées dans leur cursus scolaire, etc. Ça fait partie de leur éducation, ça fait partie de... c'est bien arrêté dans leur emploi du temps. Et c'est des matières nécessaires, c'est des activités nécessaires pour, ne serait-ce que pour aérer l'esprit des petits-enfants. Oui. Et leur faire connaître aussi les bienfaits de la nature dès leur jeune âge. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, et je voudrais qu'il y ait ce développement-là. Je voudrais qu'on développe ça au niveau des écoles, au niveau des CEM. Voilà, c'est-à-dire que moi je le fais en tant que bénévole, mais je voudrais que ce soit pris en charge. On est sûr que vous y arriverez, madame. Ouais. En parlant aussi entre la ville et le village, on voit dernièrement aussi, M. Benani, que beaucoup d'habitants de la ville quittent la ville, parce que la ville devient insupportable, mais quittent la ville envers le village, ou là les petits douars, ou là les petits villages, mais reste un petit problème d'intégration par rapport au mode de vie du village. Parce que même le village maintenant, il n'est plus comme le village des années 60-70. Il y a la culture, il y a la technologie, il y a le développement aussi, il y a beaucoup de choses qui avancent dans les villages. Alors, est-ce qu'on peut ramener quelque chose dans le village sur le mode de vie, sur par exemple des mentalités, comme vous avez dit qu'à Hassim Sour, il y a cette expérience de randonnée et tout, avec des familles, des voisins et tout, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas ça.
Je pense que... Oui, c'est-à-dire que dans le village, bon, je voudrais pas parler de moi-même. J'étais la première à le créer dans le village. Voilà. Mais je le fais bénévolement. Moi, je voudrais que les associations, par exemple, aussi il y a des associations culturelles, bon, ils font certains concours, tout ça, mais je voudrais que cette pédagogie de l'environnement soit imposée presque pour les enfants. Faudrait que ce soit essentiel. Et maintenant, pour parler du village, on a tendance, كما نقولوا نحقروا les villages. Mais vous savez, dans mon village, vous avez des musiciens qui sont nés au village, vous avez des artistes peintres qui sont nés au village, vous avez j'ai une femme, une amie femme qui est poète, c'est une femme qui a maintenant 78 ans. Donc des gens qui sont nés au village mais qui ont de la culture. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que maintenant, que par rapport à ceux qui viennent de la ville, ils vont développer le village. Les villages sont déjà développés. Peut-être que c'est des gens de culture bien avant l'indépendance. Hein? Voilà, nous avons, moi dans mon village, il y a un artiste peintre, un grand artiste peintre, mais qui reste dans l'anonymat. Il y a un artiste sculpteur aussi. Nous avons des musiciens. Ils sont natifs du village. Donc pour dire que la ville ne peut pas apporter un apport nouveau par rapport au village. Le village, certains villages, mais je dirais les villages coloniaux principalement, ont ces capacités de savoir-vivre et de... Non mais vous savez, personne ne peut dire, aujourd'hui personne ne peut dire que la ville a le monopole de la création, oui, tout à fait, c'est juste ce que vous dites. Bien sûr, les plus grands artistes, les plus grands musiciens, enfin des artistes de tous les domaines, la plupart, en tout cas beaucoup, sont natifs de village. Mais, au contraire, moi je pense que vivre dans le village, ça donne plus d'inspiration. Et d'ailleurs, les grands peintres, on a vu la montagne, avec la nature, bien sûr. Voilà, ils sont en harmonie avec le milieu où ils vivent. Et c'est là où ils ont plus d'inspiration, c'est là où ils ont plus d'ouverture, plus d'horizon. C'est encore peut-être mieux que ce qui se passe. Madame, maintenant, vous avez dit tout à l'heure que vous activiez dans des ateliers d'écriture. Oui. Que vous avez donc... vous êtes organisé et vous avez pu créer des ateliers d'écriture où vous vous réunissez. Et qu'est-ce que vous attendez de cela? Quel résultat peut-on imaginer au bout du travail qui se fait dans ces ateliers? Ben écoutez, je suis dans un atelier d'écriture. Bon, nous sommes plusieurs femmes membres de cet atelier d'écriture qu'on a nommé AEFO, c'est-à-dire Atelier d'écriture pour femmes d'Oran, où on fait appel, on a une page sur Facebook dans notre groupe d'atelier, et on fait appel par Facebook aux femmes qui veulent bien venir participer dans nos ateliers. Bon, on a commencé au début petit à petit, et puis maintenant c'est devenu quelque chose de régulier. Et on a découvert que ces ateliers étaient très bénéfiques dans la mesure où c'est devenu une thérapie qui a libéré la femme, libéré la femme dans ses idées, libéré la femme qui se sentait un petit peu cloîtrée chez elle. Elle a trouvé une certaine liberté. Elle a trouvé aussi une forme d'expression quand même plus riche. Et cet atelier, il est là pour l'écriture, pour l'expression. Et puis cet atelier aussi, il y a des voyages qui s'organisent parmi les membres.
Et on est arrivé quand même à faire découvrir notre patrimoine algérien à travers des voyages, à travers tout ce qui pouvait être vu. Et ce sont des découvertes et à travers ça, on a quand même vu que notre... C'est là qu'il y a eu des Voilà, échanges on a entre vu régions. que notre pays est magnifique et qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Voilà. Et je voudrais en même temps remercier toutes mes amies qui sont participantes, membres de cet atelier, et pour éventuellement toutes celles qui veulent venir. Oui, c'est très bénéfique. Ces réunions qui se font donc au niveau de nos ateliers, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, que ça permet à certaines femmes qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer ou qui ont des réticences à s'exprimer, elles peuvent le faire facilement. Tout à fait, oui. Auprès de leurs concitoyennes. Et peut-être qu'il y a des problèmes communs, des préoccupations communes. Oui. Et ça permet de mieux les régler. Voilà, c'est pour ça que je parle de thérapie, parce que ça peut être aussi une liberté psychologique, déstressée, il y a moins de stress. En parlant aussi de remerciements, M. Benani, il ne faut pas oublier l'édition Bouskine aussi, qui a accompagné Mme Qadawi Aqila Oui. Pour ses romans, ces très beaux romans. Alors, en parlant un peu d'édition aussi, Bouskine. Oui, c'était l'éditeur le- Bouskine, c'est un éditeur qui, bon, c'est le deuxième livre que j'ai dit chez lui. Bon, je trouve qu'il fait du bon travail et il est assez rapide dans l'édition. Et puis, je suis satisfaite. Voilà. Bien, donc vous êtes- Voilà, bien, on le remercie aussi. On remercie l'édition Bouskine pour ce très beau roman. Et Inch'Allah aussi, on attend la suite, hein, parce que l'histoire toujours, il y a une suite. Peut-être une exclusivité pour Carrefour TV. Pourquoi pas une autre suite de romans. Oui, bien sûr. Ben, Hein? si elle veut bien. Bien si sûr. Madame Abdel Bon, on veut verra bien. par la suite. Voilà. J'attends de terminer mon prochain livre qui est basé surtout sur la préservation de l'écosystème. Et d'ailleurs, ce livre-là, il aura pour titre Paysages en sursis, parce que nos paysages sont vraiment en sursis. Ceci Et de destruction. sans rentrer dans les détails, on Oui. découvrira Inch'Allah, mais ce n'est pas un roman, c'est un récit. Eh bien, Voilà. pour ma part, je vous remercie beaucoup, Madame Aqila. Vous nous avez beaucoup éclairé Ouais. sur des différents sujets sociaux. Hein. Ouais. Et là, facilement, ça demande des développements. Exactement. Peut-être d'une manière ou d'une autre, développer chacun des thèmes que vous avez évoqués, soit dans vos romans, soit dans les séances de dédicaces qu'on a bien connues. Eh bien, Oui, de ma part aussi, je vous laisse le dernier mot pour cette émission. Est-ce que vous avez eu des messages à faire Ben, moi, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Merci à Carrefour TV. Je suis à Mostaganem. J'adresse mes amitiés à tous les gens de Mostaganem parce que c'est ma ville de cœur. Et à tous les gens qui sont à l'écoute, à tous les Algériens qui sont à l'écoute, femmes, hommes. Et puis voilà, et je me dis que en tant que femme, je demande aux femmes de sortir, de s'exprimer, d'essayer de participer non seulement à nos ateliers, mais d'essayer de faire sortir leurs enfants dans la nature, de vivre, de sortir de ce cocon familial où ils restent cloîtrés face à, comment dirais-je, un téléphone. Et il faut que nos enfants puissent vivre au grand air et se développer. Et merci de m'avoir écouté. merci beaucoup, Madame. Je vous en prie, de ma part aussi, je vous remercie beaucoup pour votre présence
Merci beaucoup. Dans cette émission. Je remercie aussi mon confrère M. Benani pour ses questions. Et j'espère qu'on vous reverra une autre fois. Oui, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. après mon dernier livre, Inch'Allah, j'aurai le plaisir, j'aimerais bien revenir, Inch'Allah. ان شاء الله ان شاء الله. اذا كنا متمتعين مع الاديبه قضاوي عاقله اللي متعتنا بهذه الحصه، متعتنا عطاتنا بزاف افكار، هضرت على العقم تاع الزواج، هضرت على مشكله، على بعض الطابوهات ربما في المجتمع. كان يعني الحصه كانت اون فرونسي بوكو بلوس، لا غالب يسمحوا لنا لي سبيكتاتور، مي نحاولوا انه نلخصوا لكم شويه واش جرى في هذا اللقاء. هضرنا على لو رومون، هضرنا على الروايه اللي اوريزون انتردي اللي هو الافاق الممنوع، اللي تحكي بين قصه شاب ومراه ومرته ويماه. وان شاء الله يكون ايضا يعني كتب واحده اخرى ولا روايات واحده اخرى اللي تكسر بعض الطابوهات في المجتمع، ونحو الفكره ربما السلبيه اللي في المجتمع عند الناس اللي تفكر شيء سلبي، يعني دو كوتي نيجاتيف، بوكوا با باش نعاودو نعالجوه بالكوتي بوزيتيف تاعو ان شاء الله. وتمتعنا بالحضور تاعك، تمتعنا بكل التفسيرات عطيتيهم لنا، وان شاء الله ربي يوفقك aussi في البروجي تاعك تاع الايكولوجي، سي تري امبورطون حول الطبيعه، حول تو سكي ايكولوجيك. وان شاء الله نتمنى لك التوفيق، ان شاء الله ان شاء الله بالك نستناو لا سويت تاع بلال بوسي، نتمناو نستناو لا سويت تاع لو رومون. انا وبناني بوكو بلوس باسكو ليستوار عجبتنا بوكو بلوس. ما الا نبقيكم على خير، ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله مع ضيف اخر جديد ان شاء الله في حصه قادمه بحول الله. نشكر ايضا رجال الخفاء، المخرج امين ايضا اللي كان معنا، ان شاء الله نكونوا ما هبلناش بزاف. هذه هي، وما لي الا نقول لكم تهلاو في روحكم والسلام عليكم.